Bonjour Marcel Poirier, merci de nous recevoir encore dans votre très agréable bureau. Et bonjour à tous ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux, vous nous suivez également sur nos websites respectifs. Merci encore pour ça. Faisant suite aux nombreuses questions que nous recevons, Marcel et moi, dans nos emails, nous voudrions faire un petit point avec Marcel aujourd'hui sur tout ce qui s'est un petit peu passé depuis l'élection de M. Trump et l'agitation qui se passe autour. Il a signé quelques décrets, de nombreux décrets, dont un qui a fait couler beaucoup d'encre, qui concerne en fait l'interdiction au territoire américain par 7 pays différents. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement ce que c'est qu'un décret? Ce que le président Trump a fait, c'est un décret par rapport à la sécurité de la frontière. Alors, les 7 pays ont été déterminés déjà durant la présidence de Obama. Alors, ces pays avaient été déterminés par rapport au fait qu'ils avaient potentiellement des gens qui pourraient être un danger en termes de sécurité aux États-Unis. Le président Trump a bien expliqué durant sa campagne électorale qu'il voulait protéger les frontières. Alors les pays comme le Canada, la France, la Belgique, la Suisse ne sont pas des pays ciblés où il y a peur d'avoir une attaque de terrorisme. C'est tout simplement pour la sécurité des États-Unis et de nos frontières. Le décret est par rapport, encore une fois, au danger. Alors ce n'est pas un décret qui peut être fait pour éliminer les visas investisseurs ou éliminer les visas H1B. Ce n'est pas la même chose qu'un changement d'une régulation. Alors, s'il veut faire un changement dans les visas, dans les visas de travail, les visas investisseurs, il doit faire une proposition de loi. Un sénateur ou un membre du Congrès doit faire une proposition de loi qui doit passer par les deux départements du gouvernement, qui est le département du Congrès et le Sénat. Et ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça prend des mois, des fois même des années, avant qu'une régulation soit mise en place. Un décret peut être fait par le président que pour des questions de sécurité, pour protéger le pays. Des questions d'urgence en quelque sorte. Tout à fait. S'il sent que le pays a besoin d'une protection, il peut faire un décret. Mais ce n'est pas quelque chose qui va être un danger pour des pays qui sont même côté, si vous voulez, que les États-Unis, comme la France, les pays qui n'ont pas des problèmes de sécurité vis-à-vis des États-Unis, les gens n'ont pas à craindre qu'il va y avoir un décret. Alors, quand on parle d'un changement dans les lois, dans les visas de travail, dans tous les types de visas, c'est fait par régulation. Une régulation, c'est des propositions de loi et ça prend énormément de temps parce qu'ils doivent obtenir la majorité des deux maisons par rapport au Congrès que nous appelons les House of Representatives et le Sénat. Alors, avant d'avoir la majorité vote dans les deux, ça prend quand même quelques temps. Alors ça, c'est peut-être des mois ou sinon des années. Par exemple, Obama, il a mis des années avant d'arriver à cette fameuse réforme d'immigration. Ce n'est pas arrivé tout de suite. Alors les gens ne devraient pas être inquiets. Oui, les gens ont peur de ces décrets, mais en fait, ce ne sont pas des décrets qui doivent faire peur, puisqu'en fait, ils ne concernent qu'un état d'urgence ou la sécurité du pays et absolument pas non plus les autres règles d'immigration. Non, alors tous les règles que nous appliquons tous les jours quand nous préparons des dossiers, ça ne peut pas être changé par décret. C'est vraiment que les questions des frontières et de la sécurité ou de l'illégalité. Il veut empêcher les gens de rentrer, comme par exemple, nous avons bien sûr entendu parler du mur qu'il est en train de faire construire pour le Mexique. Il l'a fait par décret, parce que c'est une question de protection des frontières. Alors tout ça, il peut le faire par décret. Mais des changements, des lois, il doit passer bien sûr par le Congrès des États-Unis et par le Sénat et faire partie de la procédure normale d'une loi qui va être mise en place par la norme de la Constitution des États-Unis. D'accord. Donc en fait, c'est une question que je t'ai déjà posée lors de notre dernier entretien ensemble. En ce qui concerne les visas E2, qu'est-ce qu'il en est exactement aujourd'hui? Alors dans les propositions, encore une fois, les propositions de régulation qui doivent passer devant, encore une fois, toute la bureaucratie, la procédure qui nous est imposée par la Constitution, la proposition était de limiter tous les visas qui touchent au travail. Par exemple, les visas H1B, les visas E2 employés essentiels. Ce sont les employés des investisseurs qui vont venir aux États-Unis. Tous ces gens devront être extrêmement qualifiés, prouver leur expertise, prouver que les Américains n'ont pas cette expertise et être bien payés. Alors, il parlait de même pour les visas H1B, de mettre un minimum à 130 000 parce qu'il veut vraiment... De salaire. Parce qu'il veut vraiment que les sociétés fassent venir les meilleurs dans leur domaine. Alors, ce n'est pas encore fait. Encore une fois, ça va être par régulation.
Ça ne peut pas être fait par décret où il va faire du jour au lendemain, il change toutes les lois. Les visas investisseurs, dans aucune proposition de loi, les visas investisseurs sont touchés. Quand vous entendez E2, il parle des E2 employés. Employés, ce sont les gens que les investisseurs ont besoin. Par exemple, le boulanger, le pâtissier, qui ont des compétences professionnelles qu'un investisseur a besoin. Ce sont les E2 employés essentiels, qui est une sous-catégorie des investisseurs. Alors, les investisseurs, ce sont les gens qui apportent l'argent et qui créent l'emploi. Les seules directives que nous avons eues au séminaire la semaine dernière, parce que j'étais en séminaire intensif d'immigration la semaine dernière, étaient que par rapport à nous qui pratiquent, qui préparent les dossiers d'investisseurs, ils veulent que nous soyons en mesure de montrer comment l'investissement va contribuer au pays en termes de création d'emplois, en termes de revenus, peut-être culture également. Alors, ils veulent montrer que l'investissement va non seulement, les gens vont non seulement apporter de l'argent, mais qui vont faire une contribution au pays. Et c'est quelque chose qui a toujours existé. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Il me semble, moi je suis ici depuis 20 ans, il me semble que j'étais toujours entendu parler de ça, toi qui restes toujours dans les règles absolues de la réglementation américaine, et tu m'as toujours dit qu'il fallait de toute façon procurer des emplois aux États-Unis et puis apporter une valeur ajoutée aux États-Unis. Donc ça ne change pas vraiment. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Dans le moment, ils veulent tout simplement appliquer les lois comme elles devront être et que nous soyons bien conscients que oui, vous investissez de l'argent, mais qu'est-ce que vous allez apporter aux États-Unis? Vous allez apporter de l'emploi, vous allez apporter des revenus. Tout ça, nous devons le mettre de l'avant, mais qui existait déjà. Alors, la majorité de nos dossiers, comme tu sais, tout c'est déjà incorporé. Alors, il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport au visa, par rapport au décret. Les propositions de loi vont être publiées. Le Sénat, le Congrès vont être en mesure de faire des oppositions. Les démocrates et les républicains doivent se réunir. Il doit y avoir un vote de majorité. Alors, c'est une procédure qui est très, très longue. Ça ne se fait pas dans une journée ou dans 24 heures. C'est des mois ou même des années avant que ça se produise. Ce que les gens doivent faire très, très attention aujourd'hui, c'est les douanes. Tout le monde doit bien comprendre, qui a toujours été le cas, mais aujourd'hui... Quand tu dis les douanes, excuse-moi de te couper, ce sont donc en fait les officiers d'immigration. Quand tu passes donc à la gate de l'immigration. Quand vous sortez des États-Unis et que vous rentrez, voilà. Il faut que tout le monde comprenne bien que c'est une inspection. Chaque fois que vous sortez des États-Unis, que vous rentrez aux États-Unis, vous demandez une permission d'entrer avec votre visa. Et c'est une inspection. Et les douaniers ont tout à fait le droit de poser des questions. Il y a certaines personnes autour de nous qui ont déjà eu des questions, de demander quelle est votre position, est-ce que vous avez toujours le restaurant ou le salon de coiffure, est-ce que vous avez des employés, mais les gens doivent être conscients qu'ils peuvent également demander de la documentation. Ça veut dire, si vous ne les avez pas avec vous, ils peuvent vous envoyer dans une deuxième inspection. Ils vont vous dire, OK, demain, telle heure, vous devez apporter vos taxes, vos preuves d'employés. Alors, il faut être en règle. Et si vous n'êtes pas en règle, il faut bien comprendre que quand vous sortez des États-Unis et que vous rentrez, vous avez une inspection. Alors, et l'inspection peut vous apporter une demande de documents à produire qui est peut-être importante. Et si vous n'avez pas la documentation nécessaire qui montre que votre business est en cours, que vous avez bien les employés que vous devez avoir, tous les taxes que vous devez faire comme avait été présenté dans le visa peut être révoqué. Le visa peut être révoqué en deuxième inspection ou en deferred inspection. Alors, il faut être prudent. Et pour moi, je tiens à mettre en garde tous mes clients s'ils décident de ressortir des États-Unis, d'être bien conscients qu'ils auront une inspection au retour. Est-ce que tu suggères à ce moment-là aux clients de, par exemple, voyager avec leur dossier d'immigration et, par exemple, également le bail qu'on peut leur demander ou des documents comme ceux-là? Moi, ce que je conseille beaucoup à mes clients par rapport à mon bureau de Montréal, surtout, par exemple, pour donner un exemple simple aux gens qui viennent pour 6 mois, les fameux snowbirds. Alors, je leur disais toujours, préparez-vous un petit dossier où vous avez votre preuve de bail, ou votre titre de propriété, votre relevé bancaire, votre compte d'électricité, le téléphone. Tout ce que tu as promis, apportez-le avec vous. Apportez-le avec vous, comme ça, si jamais vous avez des questions, vous avez toutes vos preuves pour montrer que vous êtes touriste, peut-être de 6 mois. Pour les gens qui ont des visas investisseurs, ils n'ont pas besoin de les montrer, mais c'est bien de les avoir en main, d'avoir peut-être leur dernier tax return, d'avoir une copie peut-être de leur dossier ou d'avoir la preuve de leurs employés. Comme ça, ils ont leur petit dossier avec eux et en cas où ils ont des questions, où ils se font mettre en deuxième inspection, ce qui veut dire, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, la salle derrière,
Ils ont des documents avec eux. Alors, c'est plus facile de dire, voilà, j'ai tant d'employés, j'ai un bail commercial, mon business tourne bien, peut-être avoir des brochures, des menus, tout dépend de leur commerce, mais d'être préparé. Le passage aux douanes, je crois, va être plus difficile. Il faut être préparé et être conscient que c'est une inspection. Et aussi, durant le séminaire la semaine dernière, ils nous ont bien rappelé que si vous ne dites pas la vérité aux douanes, c'est ce qu'on appelle en anglais une misreprésentation et un mensonge. Et un mensonge peut vous apporter une déportation. Alors, il faut être prudent et de toujours dire la vérité. Ça, on sait tous ici qu'effectivement aux États-Unis, on ne ment pas. Ça, c'est clair et net. Eh bien, merci Marcel. Je pense que pour aujourd'hui, c'était assez. On reviendra certainement d'ici une quinzaine de jours en fonction peut-être de d'autres décrets ou bien de d'autres nouvelles sur l'immigration. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.